Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues. Dernière partie concernant le cours de la tuberculose extra-pulmonaire. On va voir les protocoles de traitement et de prescription et les bilans pré-thérapeutiques avant d'administrer la chimiothérapie. Tous ces supports sont disponibles dans la description. Maximisez-vous, chers amis, votre partage pour que les vidéos atteignent le maximum des étudiants. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Contactez-moi toujours à Insta à n'importe quel moment pour vos questions et pour vos propositions. Et on commence. On avait vu précédemment que les médicaments ou bien les antituberculeux ils sont à prescrire souvent en association pour garantir donc, une bonne observance chez les patients. Là, vous voyez à gauche dans l'illustration sous le nom commercial de Rifater, l'association RHZ, rifampicine, isoniazide et pyrazinamide. C'est un exemple de ces associations et vous allez voir que chaque situation elle a son indication et son protocole et ça c'est ce qu'on va détailler dans cette partie. Donc, le but, premièrement, de cette chimiothérapie, ou bien de ces régimes ou de ces protocoles, c'est premièrement de codifier et uniformiser le traitement de la tuberculose en fonction de la gravité et de la localisation. Donc, dans cette partie, vous êtes censé de garder chaque localisation tuberculose et son protocole de traitement et bien son standard, son régime, soit de première, soit de deuxième intention. Éviter les traitements anarchiques pour éviter l'émergence, bien sûr, des souches qui sont résistantes. Faciliter la prévision et la consommation nationale sur les structures concernées. Donc, la standardisation des régimes thérapeutiques obéit bien sûr aux règles qui sont impératives d'administration de chimiothérapie antituberculeuse qui sont les suivantes. Donc, premièrement, je répète, l'association des médicaments en association. Pour l'administration des médicaments en association, les doses optimales ils sont calculées en fonction du poids du patient. Ça, c'est de la pharmacologie. L'ingestion des médicaments oraux, il se fait à jeun. Je vous invite à noter ces 4 lignes-là. C'est primordial. Donc, premièrement, l'administration, c'est en association. On avait vu ça précédemment. Deuxièmement, les doses, ils sont optimales, ils sont calculées de façon ou bien à fonction du poids du patient. L'ingestion de ces médicaments, troisième critère, elle est à jeun. Plus de 2 heures après le dernier déjeuner qui est léger. Donc, administrer les antituberculeux au milieu du repas, ça va minimiser leur action. Donc, tout ça, vous avez vu l'exemple de rifampicine. Il est administré à jeun. Ça, on l'avait vu précédemment l'année passée en pharmacologie. Et dernièrement, régulariser la prise quotidienne des médicaments. Il doit être directement supervisé, au moins durant la phase initiale du traitement. Comme tout thérapeutique, le traitement antituberculeux ou la chimiothérapie, elle a ses effets secondaires. Nous allons le voir, par exemple, la rifampicine. Vous allez voir, c'est la toxicité hépatique. Donc, toxicité hépatique, surtout en association avec de l'isoniazide ou du pyrazinamide. On a l'exemple de l'éthambutol, qui est toxique pour le nerf optique. Et bien sûr, toxicité, comme vous allez voir, contre-indication ou bien effet secondaire de cette antibiothérapie. On peut citer toxicité rénale. On peut citer aussi une toxicité concernant, bien sûr, le nerf olfactif et la liste s'allonge. Donc, au moins le suivi durant la phase d'attaque, la première phase du traitement antituberculeux. Ça, c'est premièrement pour les régulations. Deuxièmement, on va voir les régimes. Et notez-vous bien, il s'agit de régimes de traitement. Il s'agit premièrement le traitement ou le régime de première ligne. On avait vu ça en gastrologie précédemment, c'est 2 ERHZ, donc 2 mois de éthambutol, rifampicine, isoniazide et 4 mois de rifampicine et isoniazide. Ou le deuxième régime, donc c'est le 2RHZ, rifampicine, isoniazide, pyrazinamide, pas d'éthambutol dans les 2 premiers mois, en association avec 4 mois de RH de rifampicine et isoniazide. Donc ça, c'est les 2 traitements de première intention. Donc, ou bien de première ligne, je répète 2 RHZ plus 4 mois RH, ou bien le deuxième protocole, tout ça c'est de la première ligne, 2 RHZ plus 4 mois de RH. Si ça marche pas, on va passer au deuxième, ou bien au traitement de deuxième ligne, donc qui dure 8 mois. Donc, si vous calculez 2 plus 4, 2
1er mois plus 4 mois de deuxième ligne ou bien de deuxième phase, ça va être calculé de 6 mois. Totalité de traitement, c'est de 6 mois de première ligne, ou bien première ligne. Pour la deuxième ligne ou bien le traitement de deuxième ligne, c'est de 8 mois. On associe 2 mois de SRHZE. Donc, on utilise 5 antibiotiques d'attaque. Donc, on ajoute la streptomycine. Donc, 2 mois de streptomycine, rifampicine, isoniazide, pyrazinamide, ethambutol. 5 la péntathérapie. Donc, 5 antibiotiques d'attaque. Elle est réservée sous les formes graves où il s'agit de résistance. Suivi par 1 mois de RHZE, rifampicine, isoniazide, pyrazinamide, ethambutol et 5 mois de traitement de deuxième phase, 5-RH. On commence premièrement par le premier régime, ERHZ, plus 4 mois RH. Donc, il comporte une phase initiale de 2 mois, 4 antibiotiques à administrer et une phase de continuation de 4 mois. Je répète toujours, une bonne observance thérapeutique est nécessaire pour le traitement. Si le patient va prendre juste le traitement initial, traitement d'attaque ou le traitement intense, et dès que ce dernier il a une amélioration, il va arrêter son traitement. Il va avoir les rechutes ou les prises, plutôt, les reprises évolutives dues à une malobservance. J'espère que vous avez cité ça dans les parties précédentes. Parmi les causes d'échec ou bien du reprise évolutive, c'est la malobservance de traitement qui dure 6 mois de première ligne, 8 mois de deuxième ligne. Notez-vous ces deux chiffres. Donc ce régime, ce dernier régime, il est appliqué aux patients de la catégorie 1. J'espère que vous avez cité là. Donc c'est le nouveau cas pulmonaire à microscope positif, les nouveaux cas de tuberculose pulmonaire à microscopie négative et à culture positive. Tout ça, on avait parlé avec détail dans la classification des patients. Aussi les nouveaux cas de tuberculose pulmonaire à microscopie négative après au moins 6 examens microscopiques avec une inspection ou bien une image radiologique qui est très suspect. Et dernièrement, les nouveaux cas de forme sévère de tuberculose. Donc là, on va citer la forme méningée, donc la tuberculose méningée, ou bien la méningite tuberculeuse. La miliaire aiguë, voilà la miliaire, les grains fins. On va revoir la miliaire dans les clichés thoraciques. La tuberculose osseuse ou aussi le mal de pote. La tuberculose ostéo-articulaire. Là, c'est une tuberculose ostéo-articulaire au niveau du genou. Vous allez revoir ça en rhumatologie. Cours, c'est toujours disponible dans la playlist de rhumatologie. Et les formes rénales et les formes péricardiaques. Si on vous pose la question, je vous invite à noter cette ligne-là, prendre ces notes. Donc, si on vous pose, citez-vous les formes graves de la tuberculose qui nécessitent un traitement de première intention, un traitement prioritaire. Donc, vous allez citer premièrement la tuberculose méningée ou la méningite tuberculeuse. Deuxièmement, la miliaire, c'est une forme grave. La tuberculose osseuse, aussi, elle est appelée le mal de Pote. Notez ce terme-là, souvent posé comme question d'examen. On dit tuberculose osseuse ou mal de Pote. La tuberculose ostéo-articulaire, la tuberculose rénale et bien sûr, lorsqu'on dira tuberculose péricardique, c'est une forme grave. Notez-vous bien les formes graves. Ils doivent subir de quel régime de traitement? Du régime de première intention de ERHZ suivi par 4 mois de continuation par RH. Ça, c'est à retenir par cœur. C'est votre réflexion. Si on vous pose ça dans un contexte clinique, vous devez notifier qu'il s'agit d'une forme grave et d'administrer le traitement de première ligne en première intention. C'est une compétence que vous devez acquérir d'après cette partie. J'espère que c'est clair pour le premier protocole. On passera deuxièmement au deuxième protocole ou deuxième régime. Donc 2 mois de RHZ, rifampicine, isoniazide, pyrazinamide, pas d'éthambutol, suivi par 4 mois de continuation toujours par RH. Et c'est très important, le traitement de continuation est primordial pour garantir la rémission. Donc ce régime, il ne diffère pas du premier, car par l'absence de la streptomycine et de l'éthambutol, durant la phase intensive, on administre 2 premiers mois RHZ. Il est administré
bien, il est indiqué pour les porteurs de tuberculose dans la forme pauci-bacillaire, c'est la catégorie 3. Donc c'est un traitement qui est un peu allégé. Il est administré pour forme 3, vers la catégorie 3, les formes non graves. Donc c'est la tuberculose simple. Donc si vous avez un cas de tuberculose simple non grave, vous allez administrer le deuxième protocole de RHZ, traitement RH. Et pour cela, j'insiste sur garder encore mémoriser les catégories pour mieux directement administrer le traitement adéquat de chaque patient. Il est aussi à administrer pour les primo-infections patentes, médiastinales, médiastino-pulmonaires, les localisations extra-pulmonaires courantes qui sont simples, je répète, une localisation pleurale, ça c'est la forme médiastinale, ça c'est la forme médiastino-pulmonaire, ça c'est la forme pleurale, donc la localisation pleurale de la tuberculose, ça c'est la localisation ganglionnaire, donc vous devez différencier ces dernières formes les précédentes. Les précédentes, c'était très grave. Là, ce sont des formes courantes ou dites simples. Pleurale, je répète, ganglionnaire périphérique, non profonde, viscérale. Ah, voilà la tuberculose viscérale ou la tuberculose dans sa forme cutanéo-muqueuse. Donc, si vous avez l'un de ces formes, je répète, deuxième fois, tuberculose pleurale, ganglionnaire périphérique, viscérale, cutanéo-muqueuse, donc, ou bien primo-infection qui est patente, vous allez administrer le deuxième protocole de RHZ, traitement RH. J'espère que vous allez différencier entre les deux protocoles. C'est primordial. Les deux protocoles de première ligne, ils sont administrés selon surtout la catégorie, la gravité du patient et la localisation. Donc ça, c'est pour le traitement du première ligne. On va passer maintenant au traitement standardisé du deuxième ligne. Je répète, c'est un traitement là de 8 mois à 7 mois. On associe 5, tous les 5 antibiotiques, ou bien tous les 5 produits chimiques. On associe dans le premier mois tous les 5 antibiotiques. Streptomycine, rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et ethambutol. Vous voyez, c'est un traitement chargé, du lourd. Donc, 2 mois SRHZE, tous les 5, suivi par un mois de RHZ, rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et ethambutol, et 5 mois de continuation avec RHE, donc rifampicine, isoniazide et ethambutol. Régime de 8 mois, il a associé les 5 antibiotiques. Il est administré quotidiennement pendant les 2 mois. Donc les 2 premiers mois, 5 antibiotiques, suivi par un mois, comme je vous ai dit, RHZE, et 5 mois, dernier mois, RHE. Ce régime, il s'applique aux patients à la catégorie 2, qui est la plus grave. La catégorie 2, elle contient les échecs, donc les rechutes de la tuberculose pulmonaire qui a été déjà traitée. Un patient qui n'a pas mmh, répondu mieux au traitement de la première ligne, soit échec, soit une rechute, ou bien une rémission, ou bien une prise, les reprises évolutives par malobservance. Donc, premièrement, les rechutes de tuberculose pulmonaire déjà traitées. Donc, un régime de première intention qui n'a pas garanti la rémission ou la guérison du patient. On doit administrer maintenant le traitement de deuxième ligne. Je répète, rechute veut dire un patient qui a été déjà déclaré guéri. Vous pouvez consulter ça dans les parties précédentes. Et que représente de nouveau la présence de tuberculose dans un examen ou bien deux, je répète, deux examens bactériologiques positifs et par une détérioration radiologique avec un seul examen positif. Là, il s'agit d'une rechute après un patient qui a été déjà déclaré guéri. Les autres patients, toujours dans la catégorie 2, c'est les échecs du traitement de première ligne. Un patient où les crachats demeurent ou récidive positif à l'examen microscopique direct 5 mois ou plus après le début du traitement. Un traitement bien adapté. Là, il s'agit d'un échec malheureusement, il ne s'agit pas de rechute. Ou bien le patient dont le frottis des crachats qui est négatif avant le traitement, souvent il a devenu positif au cours de traitement. Entre bien sûr 2 et 5 et 1 mois.
en dépit d'une administration correcte des médicaments. Là, il s'agit d'un échec. Donc, le régime de deuxième intention, il est réservé, si je répète, les rechutes sont déjà déclarées guéries. Échec de traitement sans guérison, directement un échec, je répète, au cours de 5 mois après le début de traitement. Ou bien la prise hypholytique qui est due souvent à une mauvaise observance au traitement, donc marquée par la réapparition des bacites dans l'expectoration du patient, qui ont prématurément interrompu leur traitement. Donc, je répète, ce patient, il a eu seulement, ou bien il a pris seulement le traitement d'attaque. Dès qu'il a bien, dès qu'il a la rémission, il a arrêté le traitement de façon spontanée et ça donnait là une interruption qui est prématurée et ça va donner là passage ou bien les reprises évolutives. Dernièrement, on va voir la notion de surveillance au cours du traitement. Donc, j'espère que vous avez gardé les protocoles à retenir. Traitement de première ligne, il est réservé, je répète, pour la catégorie 1 et la catégorie 3. Donc, de régime, première ligne, le premier, il est réservé à la première catégorie, catégorie 1, catégorie où elle doit administrer ou bien doit avoir le traitement prioritairement. Le deuxième régime, il est réservé à la catégorie 3, donc les formes qui sont simples ou bien non compliquées ou bien dites courantes. C'est un traitement un peu allégé. On élimine l'éthambutol et la streptomycine. C'est le même protocole, même premier traitement, sauf l'absence de l'éthambutol et de streptomycine. Il est à réserver devant les formes courantes ou bien les formes qui sont un peu moins graves. Et le traitement chargé ou bien le traitement alourdi. Donc 8 mois de traitement, on associe les 5 antibiotiques devant selon le protocole qu'on a détaillé précédemment. Et cette dernière, elle est réservée aux catégories 2. Donc ça, c'est le but de cette partie. Vous avez une catégorie 1, catégorie 3. Administrer le traitement de première intention, soit complet, soit allégé, selon le cas. Vous avez un patient catégorisé dans la deuxième catégorie, qui est la plus grave. Donc là, c'est les rechutes, c'est les échecs et les reprises évolutives. Vous allez administrer le traitement de deuxième ligne, traitement alourdi, tous les 5 antibiotiques selon le deuxième protocole pendant 8 mois. J'espère maintenant que vous pouvez prescrire une antibiothérapie ou une chimiothérapie chez un patient déjà classé. Ça, c'est le but de cette partie et ça, c'est la compétence que vous devez garder ou bien acquérir dans cette partie. Donc, il nous reste que la surveillance dernièrement. Donc, la surveillance des patients. Donc, ça, c'est les formes cutanées et que. Donc, dernièrement, pour la surveillance des patients, bien sûr, comme tout traitement, c'est l'élément essentiel de son succès. Donc, le personnel chargé du traitement devra établir, là, c'est la notion du bilan pré-thérapeutique avant d'administrer le traitement, prévenir et détecter les phénomènes d'intolérance. Donc, un traitement mal toléré par le patient, contrôler la prise régulière des médicaments, l'observance au traitement pour ne pas tomber dans les reprises évolutives. Et dernièrement, l'efficacité du traitement. Tout ça, ce sont des critères qui nécessitent la surveillance au cours du traitement. Donc, la surveillance commence par, premièrement, d'un bilan très thérapeutique, contrôle régulier, prise quotidienne pour garantir l'efficacité de ce dernier. Le bilan pré-thérapeutique, donc il est essentiellement clinique et surtout il a pour but de prévenir les phénomènes d'intolérance aux médicaments. Il comporte de peser le patient, vu à adapter strictement la posologie des médicaments au poids. On avait parlé de ça dans les critères du protocole strict, à obéir selon l'OMS, conformément avec le tableau précédent. La recherche de sucre et de protéines dans les urines, protéinurie et glucosurie, donc une insuffisance rénale. Un interrogatoire aussi méthodique qui permet d'identifier les patients à haut risque. Donc, c'est un patient qui a eu des antécédents allergiques, des antécédents neuropsychiques, hépatiques et rénaux. Donc, tout ça, ce sont des contre-indications ou bien plutôt des effets secondaires. Ça va aggraver le tableau clinique. Ainsi que le patient traité par d'autres médicaments. C'est le cas de contraceptifs. Vous avez vu en pharmacologie l'association rifampicine contraceptif. Donc
Ça va donner l'efficacité de ces médicaments. Je répète, le rifampicine, j'espère que vous avez souvenir de ça. C'est un inducteur enzymatique. Donc, il va diminuer la dose, bien l'efficacité des contraceptifs, les hypoglycémions. Donc, il peut provoquer une hyperglycémie en administration. Donc, faites attention devant un patient qui est diabétique. Anticoagulants, les digitaliques. Donc, ça, ce sont les 4 médicaments que vous êtes censé de noter dans cette plaque. Donc, si on vous pose la question, quels sont les médicaments qui nécessitent augmentation de la dose et un suivi spécifique pendant la chimiothérapie. Donc, c'est premièrement la contraception, les contraceptifs, les hypoglycémions. Le patient peut avoir crise d'hyperglycémie. L'anticoagulant, ils sont à augmenter de dose en cas de traitement avec la rifampicine, faites attention. Et dernièrement, les digitaliques. Donc, on va voir les digitaliques dans la cardiologie. Donc ça, ce sont les 4 terrains thérapeutiques qui sont les très fragilisés et très spécifiques. Je répète, contraceptifs, hypoglycémiants oraux, anticoagulants, digitaliques. Faites attention devant ces 4 terrains-là. Vous devez augmenter et adapter la dose selon les besoins du patient. Le bilan biologique, les fonctions hépatiques et rénales ne sont réservées qu'aux patients à haut risque. Donc, ils sont à identifier par l'interrogatoire, l'examen physique, l'examen des urines. Ça, c'est la conduite thérapeutique. La détection des phénomènes d'intolérance. Donc, c'est la détection des éventuels effets indésirables du traitement assuré par le personnel chargé du traitement. À chaque rendez-vous, à chaque plainte du patient, dans l'interrogatoire, cette détection doit comporter une pensée, une pesée plutôt, et un examen clinique du patient. Description de ses effets secondaires et des mesures prendre impliquées en détail. Les effets secondaires mineurs ne nécessitent pas un intérêt ou bien l'arrêt du traitement car ils régressent en général, soit spontanément, soit après traitement symptomatique. Et faites attention, ces effets secondaires, le médecin il doit les accorder une grande importance. Dans l'exemple, le rifampicine peut donner la coloration rougeâtre ou noirâtre des urines. Donc c'est un effet qui est minime, coloration rougeâtre, mais les patients ils vont lui constater comme des hémorragies, donc comme des hématuries macroscopiques, et ils vont interrompre leur traitement. Donc, parmi les majeures causes d'interruption de traitement, c'est la coloration de rougeâtre des urines. C'est un effet secondaire minime de la rifampicine, mais c'est le rôle du médecin d'informer le patient concernant ce critère-là afin que ce dernier n'arrête pas ce traitement et risque du décès, de passer de la tuberculose, malheureusement. Donc, ce sont des signes minimes pour le médecin, mais ce sont des signes majeurs pour le patient, dans le rôle de l'éducation du patient. Donc, les effets secondaires majeurs, il impose l'arrêt immédiat de traitement. Donc, on parlera d'une intolérance hépatique, oculaire, auditive, les effets secondaires qu'on a déjà cités, toxicité rénale, donc arrêt du traitement et un avis d'un médecin pneumophysiologue de la wilaya ou de la région. Donc, en cas d'intolérance, le patient il est à orienter vers le médecin, ça c'est votre conduite à tenir. Et c'est médico-légal, orienter le patient vers le médecin pneumophysiologue de la wilaya ou de la région pour une prise en charge spécialisée. Dernièrement, dernière plaque, le contrôle de l'efficacité du traitement. Donc, en cas de tuberculose pulmonaire à microscope positif, donc l'efficacité du traitement et les mesures de négativation bactériologique de l'expectoration, ils sont souvent obtenus dès la fin du deuxième mois de traitement d'attaque. Et je répète toujours, ce n'est pas une indication d'interrompre le traitement. Le rôle du traitement de continuation 4 mois RHZ, c'est primordial pour garantir la guérison du patient. Donc pour surveiller l'efficacité du traitement, ou bien détecter un éventuel échec, les examens bactériologiques doivent être obligatoirement réalisés à la fin du deuxième, quatrième, sixième mois du traitement. Ça, c'est le cas du traitement de première ligne. Donc, si on vous pose la question, un patient qui a eu un traitement de première ligne,
quand il doit avoir donc des examens ou bien de surveillance ou bien de contrôle, vous allez répondre deuxième, quatrième, sixième mois pour le traitement, je répète, de première ligne et troisième, cinquième et huitième mois concernant le traitement de deuxième ligne. Donc je répète, dernière note à noter de ce cours-là, donc la surveillance pour un patient qui a un traitement de première ligne, donc 2, 4, 6 mois dans la phase de continuation, deuxième phase de traitement. Si ce patient-là, il est sous traitement de deuxième ligne, il va avoir ses contrôles ou bien ses vérifications au niveau du troisième, cinquième et huitième mois du retraitement ou bien du traitement de deuxième ligne. Donc ça, c'est les points forts concernant la tuberculose et le traitement des protocoles contrôlés par l'OMS. C'est médico-légal d'orienter votre patient vers un pneumophysiologue de wilaya en cas détection d'intolérance, des effets secondaires majeurs. Faites attention aux effets secondaires mineurs, surtout l'hématurie qui est causée, ou bien pas l'hématurie, c'est la coloration rougeâtre des urines causée par la rifampicine. Donc c'est minime pour le médecin, mais c'est majeur pour le patient. C'est une cause d'interrompre le traitement et de tomber dans les échecs. Et le bilan pré-thérapeutique, je répète, les médicaments antituberculeux sont des médicaments toxiques. Faites attention aux effets secondaires. Et dernièrement, les 2 protocoles sont à retenir par cœur, gardez-vous en tête. Classe 1 ou bien classe 1, classe 2, classe 3, vous allez administrer le traitement de première intention, protocole 1 et 2. Et si vous avez des patients qui sont classés stade 2, des échecs, les reprises évolutives et les rechutes, donc là, vous allez administrer le traitement de deuxième ligne, donc de 8 mois. Ça, c'est tout pour la tuberculose pulmonaire, chers collègues. J'espère que les vidéos sont utiles. Merci pour votre attention, chers collègues. Toujours bon courage dans vos préparations et à la prochaine.